Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, rentré de France le 2 juillet dernier, a repris le travail ce lundi. Le personnel de la primature lui a réservé un accueil chaleureux. Le chef du gouvernement ivoirien s'est aussitôt remis à la tâche. Il a enchaîné les rencontres, notamment avec une délégation conduite par l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. C'est le temps de briser le silence, de dire non aux violences conjugales. C'est le sujet du dossier de ce 20h. Selon une enquête réalisée par une ONG ivoirienne à Abidjan, 70% de femmes sont battues par leur conjoint. Il faut agir pour stopper ces violences conjugales qui brisent des foyers et tuent. Des femmes victimes témoignent, des ONG se mobilisent. Une autre plaie, une maladie à combattre, c'est le coronavirus. La Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui de ses partenaires pour venir à bout de la pandémie. Le Japon décaisse plus de 2 milliards de francs CFA au profit de l'État ivoirien pour mener la lutte. Les deux pays ont signé une convention ce lundi. Le nouveau gouvernement français est connu. L'équipe de Jean Castex a été dévoilée ce lundi. Elle est composée de 17 femmes et 15 hommes. Parmi les nouveaux entrants figure l'avocat Éric Dupond-Moretti qui prend la tête du ministère de la Justice et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Soyez les bienvenus sur RTI 1. C'est sous des applaudissements que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est entré ce lundi matin à la primature. Le personnel de l'institution lui a réservé, vous allez le voir, un accueil chaleureux. Le chef du gouvernement ivoirien reprend ici le travail à peine arrivé de France où il s'était rendu pour des soins. Il a encouragé ses collaborateurs et enchaîné les rencontres, notamment avec une délégation conduite par l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, Gabriel Zani. Quand le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly arrive ce lundi matin à la primature, le personnel l'applaudit. Des applaudissements qui sonnent comme un triomphe après 2 mois d'absence hors de la Côte d'Ivoire. Avec le regard plein d'admiration, les ovations ne cessent que quand il se met au pupitre dédié à son accueil. Vous imaginez donc mon émotion en arrivant ce matin donc à la primature. C'est une émotion légitime. Amadou Gon Coulibaly n'a pas perdu de son humour pour ceux qui travaillent avec lui. Il encourage, félicite ses collaborateurs et surtout, il allie satisfaction et reconnaissance à l'endroit de son intérimaire, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Par rapport à toutes les réunions interministérielles, je peux voir que comme à titre personnel, je peux être fier du cabinet du Premier ministre. Et je sais qu'en bonne coordination avec le ministre d'État Ahmed Bakayoko, la primature donc, a fait son boulot et a tenu. Maintenant, je suis de retour. On reprend le boulot. Le travail, et c'est dans l'immédiat des minutes après cette brève entrevue avec le personnel, une délégation conduite par Gilles Huberson, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, l'attendait déjà à la salle A de la primature. Il s'agit d'une mission d'instruction d'un 3e C2D et les discussions ont commencé aujourd'hui. Elle devrait s'achever à la fin de la semaine. Le C2D, le contrat de désendettement et de développement, un dispositif qui ne saurait attendre plus longtemps au regard du contexte de la crise sanitaire. Le 3e C2D a été lancé ce lundi à la primature. Voilà, c'est donc ce lundi que la Côte d'Ivoire et la France ont lancé le 3e C2D. Le top départ des travaux de la mission d'instruction a été donné par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, au nom du Premier ministre. Les projets de développement exécutés dans le cadre du C2D sont choisis d'un commun accord entre les gouvernements ivoiriens et français. Et ces projets touchent notamment la santé, les infrastructures routières, l'emploi des jeunes et l'éducation. On retrouve notre reporter Gabriel Zani. La Côte d'Ivoire et la France, les deux parties importantes pour ce partenariat, le 3e C2D, le contrat de désendettement et de développement, le lancement de la mission d'instruction du 3e C2D a été effectué. Cette mission d'instruction vise entre autres à définir le cadre financier pour en dégager la durée, les secteurs de projets à financer, l'enveloppe budgétaire à allouer. De tous les leviers de la coopération, le C2D reste bien la colonne vertébrale du partenariat franco-ivoirien. Le contrat de désendettement et de développement constitue donc un mécanisme innovant de financement du développement. Il permet de combiner des investissements, construction d'écoles et de collèges, réhabilitation de centres de santé, des programmes de formation et de renforcement des capacités.
La France, le premier pays bailleur de la Côte d'Ivoire, a mis à exécution 2 programmes successifs de C2D qui ont permis d'apporter des solutions durables à des problématiques liées à la santé et l'emploi des jeunes et à l'éducation. Ce 3e C2D intervient donc à point nommé dans ce contexte de coronavirus. Cette situation affecte grandement la dynamique socio-économique amorcée depuis 2012. Le gouvernement devrait alors redoubler d'efforts pour maintenir la résilience et préparer une reprise d'activité rapide. Il s'agit de renforcer les acquis des programmes engagés avec le CD2 dans ces différents domaines. Le renforcement de notre système sanitaire, la diversification de notre économie, notamment pour la production locale de certains matériels et fournitures médicaux, et la formation des professionnels de la santé devront être accélérées. Au cours de la mission d'instruction, il sera question aussi de faire le point des 2 premiers programmes du CDD qui sont actuellement en cours d'exécution. Le premier CDD a été signé en 2012. 8 ans après, ce sont plus de 1100 milliards de francs CFA investis dans des projets de développement. Et dans l'actualité également, le président de l'Assemblée parlementaire francophone, Amadou Soumaoro, a présidé ce lundi 6 juillet une réunion du bureau de l'APF. Il s'agit d'une réunion virtuelle pour débattre de sujets d'actualité. Plus de 5 heures d'échange. À l'ordre du jour, notamment l'actualité sanitaire dominée par le coronavirus. Le bureau de l'APF a planché sur les conséquences de la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, le programme de mise en œuvre du portail numérique de l'APF a été abordé. D'autres élus étaient aussi en réunion à Yamoussoukro et il en ressort que désormais, dans notre pays, les agriculteurs, les artistes, les religieux et bien d'autres travailleurs indépendants auront un régime de prévoyance sociale. 2 projets de loi ont été présentés dans ce sens par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwakwabina, aux sénateurs qui l'ont tout de suite ratifié. Kader Sogodo. C'est convalescent et déterminé à assurer les responsabilités qui lui reviennent que Pascal Kwaku Abina s'est présenté ce lundi 6 juillet 2020 devant les sénateurs à Yamoussoukro. Dans son parafeu, 2 projets de loi, un portant définition et organisation des institutions de prévoyance sociale et un autre portant institution de régime de prévoyance sociale des travailleurs indépendants. Ici, artistes, agriculteurs et autres seront bientôt pris en compte. C'est le groupe des agriculteurs, tous ceux qui sont dans l'agriculture sont d'ailleurs les plus nombreux. Il y a les artistes, il y a les religieux, il y a les artisans, etc. Donc, comme vous voyez, c'est une majorité, j'allais dire, écrasante de la population active qui se retrouve dans ce secteur des travailleurs indépendants et qui était jusque-là pas pris en compte par le régime de la sécurité sociale. À la demande des groupes parlementaires, les sénateurs ne feront aucune difficulté pour ratifier les 2 projets de loi. Un passage devant les sénateurs mis à profit par le ministre Pascal Kwaku Abina pour apporter sa contribution à la lutte contre la Covid-19. Il a été atteint par cette maladie, il s'en est sorti, les souvenirs douloureux demeurent. Je me suis retrouvé à l'hôpital et après des examens, on me dit que je suis atteint de la maladie. Donc j'ai fait le confinement, le traitement pendant 2 semaines et le professeur qui m'a suivi m'a déclaré guéri. Je recommande à ceux qui ne croient pas encore, c'est une maladie invalidante et il ne faut pas jouer avec parce qu'il y va de l'avenir de la Côte d'Ivoire. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, est la structure étatique en charge de la mise en œuvre du régime de prévoyance sociale des travailleurs indépendants. Et s'il était temps de briser le silence, de dire non aux violences conjugales, il le faut maintenant. Les statistiques sont alarmantes. 70% de femmes sont battues par leur conjoint, selon une enquête réalisée dans le district d'Abidjan par une ONG. Et le plus difficile pour ces femmes victimes, c'est d'en parler, de porter plainte. Et pourtant, ces violences brisent bien de foyers et tuent.
Comment changer alors la donne? Des femmes ont accepté heureusement de briser la muraille. Elles témoignent et dénoncent. Des ONG aussi se mobilisent. C'est un dossier signé Sephora Zeki. D'abord la violence morale, après c'est devenu physique, des coups pour rien du tout. Elle a connu l'enfer de la violence conjugale pendant 3 ans. 3 longues années de coups, d'humiliation, de dépression et de peur. Malheureusement, son cas est loin d'être isolé. En Côte d'Ivoire, une enquête du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a révélé en 2018 que 91,91% de femmes sont victimes de violences. Certaines d'entre elles ont accepté de témoigner. Au début, ça allait, on a fait 25 ans et puis peu de temps après, il m'a présenté une dame. Il m'a dit qu'il veut prendre une seconde épouse. Dès qu'elle est rentrée à la maison, mon calvaire a commencé. Les statistiques font froid dans le dos. En 2019, l'Organisation des citoyennes pour la promotion et la défense des droits des enfants, femmes et minorités a recensé à Abidjan 70% de femmes victimes de violences intraconjugales. Dans ces 70% de femmes-là, il ressort qu'il y a plus de 80% des hommes qui, non seulement qui attestent avoir déjà battu des femmes, leurs partenaires ou leurs conjointes, mais aussi qui justifient ces violences-là. Les violences conjugales peuvent être physiques, psychologiques, verbales, sociales ou économiques. Pour apporter une réponse appropriée à ce fléau, une cellule genre est installée dans 33 commissariats en Côte d'Ivoire. Koumassi, au sud d'Abidjan, commissariat du 36e arrondissement. Cette femme a rendez-vous avec le point focal VBG. Depuis ce mois-ci, il y a un souci avec mon mari. Donc il me dit qu'il va me donner un popote, mais il ne le fait pas. Nous avons 4 enfants. 5 minutes d'échange ont suffi au point focal pour entamer une procédure afin de prendre en charge la plaignante. Après avoir pris leur plainte, on leur donne un numéro OP qui les conduit jusqu'au tribunal. La responsable de la cellule VBG du 36e arrondissement, c'est elle, le capitaine Grace Leba. Des 4 premiers mois de l'année 2020, nous avons enregistré 52 cas. Concernant la période du couvre-feu de mars-avril, nous avons enregistré 29 cas. Au total, 326 points focaux VBG sont installés dans tous les commissariats de Côte d'Ivoire. Depuis la période de confinement, beaucoup de cas de violences basées sur le genre nous sont signalés. Et dans cette procédure, nous avons déféré 287 personnes pour des cas de violence toutes confondues, 582 cas dossiers en renseignement judiciaire qui sont allés au parquet et 218 dossiers référés aux partenaires de prise en charge. Il n'y a pas que la police qui est impliquée dans la lutte contre les violences conjugales. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire mène elle aussi des actions en vue de protéger les femmes victimes de violences. Elle a installé 6 cliniques juridiques dans le pays. Ce matin, cette femme a rendez-vous avec Patrice, le directeur de la clinique juridique de San Pedro. Il m'a frappé, donc c'est à cause de ça que je suis venu vous voir. Même quand les enfants sont malades, il ne les prend pas pour envoyer à l'hôpital, c'est moi-même. Il prend mon argent, il les envoie à l'hôpital et puis il paye les ordonnances. De janvier à mars 2020, ce sont plus de 50 cas de violence conjugale enregistrés à San Pedro par Patrice. C'est soit la violence physique qu'exercent les hommes sur leur personne, soit des violences psychologiques, des violences émotionnelles, en tout cas toutes sortes de souffrances qu'elles endurent dans leur foyer. La violence conjugale entraîne des conséquences graves qui peuvent aller de troubles psycho-émotionnels jusqu'au décès de la victime. Des enquêtes ont aussi révélé 26 cas de féminicide qui ont eu lieu entre janvier et octobre 2019 à Abidjan. Les victimes de violences conjugales ne dénoncent pas les violences dont elles sont l'objet par crainte de représailles ou de stigmatisation et préfèrent le règlement à l'amiable. Je me dis quelque part, c'est le père de mes enfants. Mes enfants pourraient m'en vouloir si demain leur père part en prison par ma faute. Dès que tu portes plainte, toute la communauté, tout le village est contre toi. La plupart de ces violences sont tues et tuent silencieusement des milliers de femmes. Mais d'où est-ce que cette violence tire-t-elle son origine? Il y a la jalousie excessive des hommes, il y a l'alcool, il y a aussi des disputes de couple qui entraînent des violences conjugales, on va dire quelques chicanes de couple.
avec l'évolution du temps, les femmes n'acceptent plus cette domination. Elles commencent à s'émanciper, alors que nous avons été éduqués à la base par le fait que les femmes sont soumises aux hommes. Comme la violence, c'est un abus de pouvoir, l'homme va faire usage de son pouvoir. C'est connu, les violences conjugales constituent une violation des droits fondamentaux des femmes. Alors, que fait le Conseil national des droits de l'homme, CNDH? Elle vient voir le département requête et investigation. Ouais, c'est vrai. Et il y a donc des personnes là-bas qui ont été choisies pour l'écoute. Donc, qui vont l'écouter, qui vont prendre des notes à partir de tout ce qu'elle a dit. Si elle a fait un mémo, ce mémo sera analysé. Nous avons des juristes ici qui vont donc traiter son dossier et à partir de là, le CNDH va l'accompagner. Les violences conjugales, un phénomène qui interpelle les autorités. Elles s'engagent à corser les actions de lutte contre les violences que subissent les femmes. D'où la création en 2000 d'un comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Désormais, elles ne sont pas seules. C'est pourquoi nous parlons de prise en charge holistique, de prise en charge intégrée. Parce que tu peux être victime d'une paire de gifles, mais la conséquence peut être autre. Il n'existe pas de centre d'accueil pour les femmes victimes, certes, mais des mesures d'accompagnement existent pour assurer leur sécurité. On a des familles qui acceptent d'héberger ces femmes-là. Un temps soit peu, juste le temps que nous puissions régler ces problèmes sécuritaires pour pouvoir vraiment aider ces femmes-là à être restaurées dans leur dignité, à être restaurées dans leurs droits. Plusieurs instruments juridiques ont été ratifiés par la Côte d'Ivoire pour protéger la femme des violences. Il s'agit entre autres de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de celle de Beijing de 1995 et de la Convention sur l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes. À côté de ces accords internationaux, des textes et lois nationaux existent eux aussi, mais dans la pratique, des défis restent à relever. Au niveau législatif, il faudrait que, conformément aux recommandations du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard de la femme, que justement on ait ce régime spécial de répression de l'ensemble des violences faites aux femmes et des violences conjugales en particulier. Ça, c'est la première chose pour que nous puissions arriver à la tolérance zéro. La deuxième chose, il faut qu'on ait un centre d'accueil et d'écoute. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une loi dans ce domaine-là, une loi qui soit spécifique, pour qu'on puisse véritablement trouver des solutions. Au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, on tape du poing sur la table. C'est la tolérance zéro pour les auteurs. C'est le lieu pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de rappeler que la lutte contre les violences faites aux femmes demeure une priorité clairement affirmée par la Côte d'Ivoire. Par conséquent, toute personne qui exercera de telles violences à l'égard des femmes subira la rigueur de la loi. Malgré les mesures prises ça et là pour freiner le phénomène des violences conjugales, les bourreaux sont toujours en liberté. En refusant coups et blessures, c'est toute l'histoire de leur famille qu'elles ont décidé de changer. Voilà, face donc aux violences conjugales, brisons le silence. C'était un dossier réalisé pour vous par Sephora Zegui. Autre plaie, une maladie à éradiquer de la société, c'est le coronavirus. La lutte s'accentue en Côte d'Ivoire. Le pays mise sur la sensibilisation pour venir à bout de la pandémie. Restons vigilants, le coronavirus continue de circuler. Ce lundi, on dénombre dans notre pays 194 nouveaux cas confirmés, 317 nouvelles guérisons. Nous écoutons le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, lundi 6 juillet 2020, 194 nouveaux cas de Covid-19 sur 1404 échantillons prélevés, soit 13,8% des cas positifs, 317 guéris et un décès. Nous avons noté ce jour un décès survenu dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 70 ans, obèse, diabétique et hypertendu. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 6 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 10 996 cas confirmés, dont 5 384 personnes guéries, 75 décès et 5 507 cas actifs.
Le nombre total d'échantillons est de 65 884. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que seul le respect des mesures barrières peut nous permettre de rompre la chaîne de transmission et de contrôler la pandémie sur notre sol. Il recommande donc à toute la population un strict respect de ces mesures barrières et notamment le port du masque lorsque nous sommes dans le lieu public afin de nous protéger et de protéger les autres. N'oublions pas que c'est nous qui déplaçons le virus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun si nous voulons stopper la transmission du virus. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement, leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Fait à Abidjan le 6 juillet 2020, Dr Eugène Akaolé, ministre de la Santé et de l'Hygiène. Voilà, comme on l'a entendu, la pandémie n'est pas terminée. Continuons de respecter les gestes barrières. Le virus continue de se propager. En Afrique, notamment en Guinée, on dénombre 5 610 cas confirmés, 34 décès. Au Nigeria, 28 711 cas confirmés, 645 décès. Au Kenya, 8 067 cas confirmés, 164 décès. En Afrique du Sud, 196 750 cas confirmés, 3 199 décès. En Égypte, 75 253 cas confirmés, 3 343 décès. Dans le monde entier, on dénombre ce jour 11 654 557 cas confirmés et 6 598 521 personnes guéries, 538 558 décès. La Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui de ses partenaires pour venir à bout de cette pandémie. Le Japon décaisse plus de 2 milliards de francs CFA au profit de l'État ivoirien pour mener la lutte. Les deux pays ont signé une convention aujourd'hui. Abdoulaye Koné. Échange de notes entre l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly. En toile de fond, une enveloppe de 2 milliards de francs CFA pour mieux lutter contre la Covid-19. À l'heure actuelle, la crise pandémique de Covid-19 menace non seulement la vie humaine, mais aussi la vie économique et sociale de toute l'humanité. Le Japon a décidé d'apporter une contribution d'environ 2 milliards de francs CFA à l'UNICEF pour la mise en œuvre en Côte d'Ivoire de son assistance d'urgence, prévention de la propagation de l'infection au nouveau coronavirus. Mais comment sera utilisée l'aide japonaise à la Côte d'Ivoire? L'aide japonaise sera consacrée au renforcement de la capacité médicale de 5 hôpitaux dans le Grand Abidjan. Il s'agit des centres hospitaliers universitaires de Cocody, de Yopougon, d'Angré et de Treichville, ainsi que l'hôpital général d'Anyama. Au moment où le monde est confronté à une des crises sanitaires les plus virulentes de ce siècle, je voudrais relever le caractère salutaire de cet appui qui, j'en suis convaincu, permettra d'optimiser les capacités de ces établissements sanitaires pour le grand bien de nos populations. Ces deux nouveaux actes de collaboration axés sur le bien-être des populations ivoiriennes viennent renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Voilà, on reste solidaire, mais aussi très vigilant car le coronavirus se propage. Et bien, pour le stopper, l'État ivoirien mise sur la sensibilisation. Je vous conduis à présent au 105e point presse du gouvernement où les ministères de la Santé et de la Sécurité réitèrent leur appel au respect des gestes barrières. Didier Nguessan. Les 4 et 5 juillet, la police nationale a effectué 5 880 contrôles et mis en fourrière 97 véhicules, soit un taux de satisfaction de 98% selon Bleu Charlemagne. Une bonne note atteignée toutefois par la reprise de plus belle à Abidjan et Boaké de l'activité des engins à 2 et 3 roues.
La police nationale s'interroge sur l'exercice pratique de cette activité en cette période de pandémie, de même que sur leur conformité. La réglementation des transports de manière générale est au point de la situation sécuritaire de ce jour. Nonobstant les nombreuses opérations quotidiennes de répression des forces de défense et de sécurité, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, où leur présence est dénoncée, des acteurs des transports à 2 et 3 roues continuent de s'y adonner, clandestinement, au mépris non seulement de la réglementation du secteur des transports, mais également et surtout des mesures sécuritaires et sanitaires barrières édictées depuis le 14 avril 2020 par le ministère des Transports. Sur le plan sanitaire, le pays enregistre 48% de personnes guéries du coronavirus et un faible taux de létalité de 0,70%. Cependant, le virus circule de manière active dans les communautés. Ces données prouvent également que les mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur ne sont pas suffisamment respectées. La situation actuelle impose qu'on marque une pause pour faire chacun son propre bilan et reprendre les choses en main pour des lendemains meilleurs. Car, il faut le rappeler, le coronavirus en cause dans la pandémie actuelle est extrêmement dangereux, voire mortel. Il est aussi très contagieux et n'épargne personne. Heureusement, on peut s'en prémunir ou l'éviter par l'adhésion ou l'adoption des mesures sécuritaires et sanitaires dont les mesures barrières qui sont en vigueur. Respectons-les donc. Dr Edith Kwasi encourage les populations à fréquenter les centres de santé et à limiter les visites aux personnes vulnérables. On lutte aussi contre la drépanocytose, mais par le canal de la culture. La cérémonie de récompense de Drespa Slam édition 2020 s'est tenue ce week-end à l'INSAC, Institut des Arts et de l'Action culturelle du Cocody. Le thème retenu pour cette compétition est « Un pour tous, tous pour un ». Initié par la Fondation LIA, ce concours de slam a pour but de sensibiliser les pouvoirs publics. Jean Magagi. Bérénice Saraka, 17 ans et étudiante en droit, est sacrée vainqueur de Drepa Slam édition 2020. Un concours de slam qui a pour objectif de sensibiliser et de contribuer à la lutte contre la drépanocytose, une maladie héréditaire du sang. Bérénice, la lauréate, a su convaincre le public parmi les 7 candidats en lice par l'originalité de son message poétique. J'ai été motivée par un ami qui m'a dit « Ah, faudrait participer parce que vraiment, c'est une bonne cause. Et puis, quand on a du talent, il ne faut pas se cacher, il faut toujours oser. » La Fondation LIA, à travers ce concours, espère défendre par la poésie les intérêts des malades atteints de drépanocytose et porter assistance aux familles. Le thème « Un pour tous, tous pour un » en est une illustration. C'est ensemble que nous allons gagner ce combat contre la drépanocytose et que toutes les initiatives, que ce soit individuelles et collectives, permettent de faire avancer la lutte contre la drépanocytose. La marraine de la cérémonie, la ministre Raymonde Goudou Kofi, appelle à la mobilisation de tous. Quand vous écoutez les textes créés par ces jeunes gens, écrits par ces jeunes gens, l'expression, l'utilisation de la poésie pour faire la sensibilisation, je pense que c'est un moyen extraordinaire. Et je pense que tout le monde a été sensibilisé. Je voudrais que l'on se souvienne que la drépanocytose est une maladie insidieuse, une maladie qui affaiblit les enfants et qui touche entre 5 000 et 6 000 enfants. C'est énorme. Le concours de poésie pour la lutte contre la drépanocytose, Drepa Slam, est ouvert aux jeunes de 13 à 18 ans. Le sida capte aussi l'attention. Ce lundi 6 juillet s'est ouverte la 23e conférence de la Société internationale sur le sida à Genève, en Suisse. Dans ce contexte, l'ONU-SIDA a publié son rapport sur l'état de l'épidémie en 2019. Si des progrès sont notés, ils sont bien trop lents et les objectifs fixés ont été manqués. 38 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2019 et notez que 90 000 malades en sont morts. La lutte continue donc pour réduire le taux de contamination.
Le premier vol domestique après la reprise du transport aérien est arrivé à Boaké. Le ministre des Transports a accueilli les premiers passagers en provenance de Korogo pour Abidjan. Amadou Koni en a profité pour remettre 2 véhicules de type 4x4 aux gendarmes chargés de la sécurité des aéroports de Boaké et de Korogo. Ces moyens de mobilité sont des dons de la Sodexam, comme nous le rapporte Chaltatou. Reprise du transport aérien. Le vol domestique assurant la ligne Abidjan-Korogo-Boaké est arrivé à 14h GMT. Le ministre des Transports à l'accueil des passagers du premier vol domestique en provenance de Korogo. Amadou Kone, venu s'assurer de l'effectivité de la reprise des vols domestiques, a procédé également à la remise de 2 véhicules de type 4x4 offerts par la Sodexam aux gendarmes en charge de la sécurité des aéroports de Boaké et Korogo. Je voudrais féliciter l'ensemble des équipes, la Sodexam, féliciter Aéria, féliciter Air Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé pour toutes les dispositions qui sont prises pour que ces vols se déroulent tels que recommandés par l'OACI. Rassurer nos compatriotes pour dire que les dispositions sont prises pour recevoir les vols internationaux pour faire partir à destination internationale des vols à partir d'Abidjan. La Côte d'Ivoire avance en matière de sécurité aéroportière. Après Korogo et Boaké, les aéroports de Mans et Oudéné connaîtront également des travaux de sécurité aéroportière. On parle aussi de paix dans cette édition, le respect des droits de l'homme et le maintien de la cohésion sociale en période électorale. C'est le sujet principal qui a retenu l'attention des leaders communautaires invités à contribuer à la consolidation du climat de paix avant, pendant et après la présidentielle d'octobre prochain. Ces leaders ont pris part donc à une session de formation tenue dans la commune de Yopougon. On en sait plus avec notre reporter Walter Amadou Ouattara. À environ 4 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, les actions de paix et de maintien de la cohésion sociale sont bien aussi utiles qu'importantes en cette période très sensible, précise Aimé Zébéyou. La direction de la promotion du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme initie à cet effet à la mairie de Yopougon un atelier de renforcement de capacité des leaders communautaires et autorités coutumières sur le thème « Le respect des droits de l'homme et le maintien de la cohésion sociale en période électorale ». La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme s'est réjouie de l'implication des leaders communautaires. Raison pour laquelle je voudrais me réjouir pour le choix de la commune de Yopougon, cette grande commune cosmopolite, expression du vivre ensemble à l'Ivoirien par la direction de la promotion des droits de l'homme et de la réglementation pour lancer sa série d'activités similaires. C'est pour vous un devoir en tant que leader communautaire, mais surtout une obligation en tant qu'homme et surtout partisan de paix et agent de développement, d'être le porte-drapeau, sinon le flambeau, de la promotion et de la protection du droit de vote de chaque citoyen. Les leaders communautaires sont invités à être de véritables ambassadeurs de cette paix en expliquant à leurs enfants, voisins, amis et aux membres de leur communauté l'importance du respect des droits de chacun. Et la paix est aussi promue par l'ACCD, l'Association des cadres du Centre pour le développement, présidée par le ministre Amédée Kofi Kwaku, et continue de ratisser pour le RHDP. 3 membres du gouvernement originaires du centre ont conduit une forte délégation de l'ACCD dans les départements de Toumoudi et de Guékano. Le reportage est signé Léon Bro. D'Assenze à Mougnan, en passant par Yobouekro dans le département de Guékanou, comme à Akwekwa-Dukro et à Gbansou, département de Toumoudi, une seule explication de ce périple de l'Association des cadres du Centre pour le développement, partager avec les populations les raisons du soutien de l'ACCD au RHDP, parti voulu par le président Alassane Ouattara pour perpétuer l'œuvre d'unité, de paix et de développement de feu le président Félix Houphouët-Boigny, selon le ministre Amédée Kwaku. Nos parents traditionnellement étaient PDCI-RDA, mais PDCI-RDA d'Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, le PDCI-RDA d'Houphouët-Boigny est incarné par le RHDP. Et nous devons donc de leur expliquer. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a souhaité passer la main
Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été désigné comme le candidat du RHDP. Et donc, nous devions d'expliquer cela à nos parents. À cette explication, en réalité, un appel adhèrent les populations. Akwekwa Diokro répond oui avec notre délégué communal. Je vais rassembler mes jeunes, les femmes, ensemble, qu'on suit le ministre Amédée Kouakou au RHDP. Djekanou et Toumoudi, donc en phase avec le RHDP, et c'est peu dire pour les ministres Brice Kwasi et Raymond Goudou Kofi, ils évoquent ce regard croisé entre le Grand Centre et le RHDP. C'est important que nos parents comprennent que nous sommes dans le développement, que la première préoccupation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, c'est d'apporter le développement à toutes les populations. Pas seulement les populations du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, mais également les populations du centre. Aujourd'hui, le message est passé. Nos parents ont compris. Ils ont compris ce message à Didier Vi. Ils ont compris ce message à Tébissou. Ils ont compris ce message à Djekanou. Ils ont compris ce message à Toumoudi. Ils ont compris ce message dans tout le Vieux-Baoulé. Voilà qui est clair, l'implantation du RHDP dans le Grand Centre, aussi et surtout favorisée par l'ACCD et son président qui multiplie les tournées de sensibilisation. Notez également que l'INJS entame sa rentrée académique sous le sceau de la lutte contre la Covid-19. C'était en présence du ministre des Sports, Paulin Claude Danho. Ce sont des étudiants respectant la mesure de distanciation physique de 1 mètre que le ministre a trouvé assis dans les salles de classe. Dans son allocution, le directeur général de l'INJS a indiqué que ce sont 1500 masques qui seront disponibles pour les étudiants. Et notons que ces étudiants sont soumis à un contrôle à l'entrée de l'INJS, à la prise de température, au lavage des mains, et les cours à l'INJS pour cette reprise académique vont se dérouler de 8h à 17h. Une page triste. Il est décédé le 1er avril dernier à 81 ans. Dakori Newa Martin, maître du tambour parleur, aura eu une riche carrière. Au service de la nation, il a exercé son art à la présidence de la République de Côte d'Ivoire et tous les chefs d'État qui se sont succédés ont apprécié la touche traditionnelle qu'il a apportée. Un ultime hommage a été rendu à l'homme à Ivosep avant son inhumation ce week-end au cimetière de Williamsville. Serge Coléa. Honneur à Martin Newa Dakori, célèbre tambourinaire ivoirien au service de la nation, décédé le 1er avril 2020. Des membres du CNSE, Comité national des supporters des éléphants, rendent hommage à un devancier. Avec son tambour parleur, l'homme a parcouru les stades d'Afrique pour pousser les éléphants à la victoire. En 1992, après le sacre du Sénégal, le doyen Dakori quitte l'ambiance chaude des stades pour se consacrer désormais et entièrement à l'animation culturelle du palais présidentiel. Du président Félix Houphouët-Boigny au président Alassane Ouattara, l'homme a fait résonner les notes de ces 3 tambours au rythme de la tradition, mais surtout de l'unité nationale. L'aîné de ses enfants, Benjamin Dakori, évoque son père avec beaucoup d'égards. Pour nous, c'est un patriarche qui a servi non seulement le sport, mais il a servi les hommes politiques à sa façon. Son Excellence Félix Houphouët-Boigny et tout, avec qui il allait dans la même voiture, dans certains endroits et tout. Il a été décoré par le président Alassane Ouattara, à qui je voudrais dire merci, grand merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Son parcours de la vie de tous est riche. Il a été fait en 2015 officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Né en 1939, Martin Newa Dakori est décédé à l'âge de 81 ans à la suite d'une longue maladie. L'inhumation a eu lieu le samedi 4 juillet au cimetière de Williamsville dans la stricte intimité familiale, mais aussi dans la douleur de l'ultime séparation. Et ainsi va la vie. Adieu, maître du tambour Dakori Newa Martin.
À l'étranger, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, pour dénouer la crise politique qui secoue son pays, a rencontré hier dimanche à Bamako une délégation de l'opposition regroupée au sein du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. S'il s'est félicité de cette rencontre, ses hôtes ont tenu immédiatement après une réunion pour marquer leur déception et même durcir le ton. Ils réclament son départ. Et comme annoncé depuis hier, le nouveau gouvernement français est connu. L'équipe de Jean Castex, validée par le président Emmanuel Macron, a été dévoilée aujourd'hui. Ce gouvernement qui doit incarner le nouveau chemin souhaité par le président français pour les 2 prochaines années comprend 17 femmes et 15 hommes. Parmi les nouveaux entrants figure l'avocat Éric Dupond-Moretti qui prend la tête du ministère de la Justice. Gérald Darmanin devient ministre de l'Intérieur. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Marine Cognan. Et on n'oublie pas, prenez soin de vous.